Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 9 juin 2024. Demain, lundi, démarre sur l'ensemble du territoire national l'examen du BPC session de juin 2024. Au total, 124 860 candidats sont attendus dans les centres de composition. Cette édition connaît l'entrée en vigueur d'une importante réforme introduite dans l'organisation de l'examen. Tous les candidats au BPC ont désormais l'obligation de composer l'épreuve de physique, chimie et technologie. Quels sont les avantages de cette réforme pour les candidats et le système éducatif? Le directeur de l'enseignement secondaire général nous le dira juste après le point de l'actualité. Un autre rendez-vous au menu du grand format, c'est la deuxième édition de la journée de l'environnement qu'organisent les étudiants du Centre interfacultaire de formation et de recherche en environnement pour le développement durable. Les initiateurs mettent déjà les petits plats dans les grands pour une journée réussie. Quel est le niveau de préparatif de cette journée? La présidente du comité d'organisation nous le dira sur ce plateau. Euphrasie Dosso sera avec nous. Essayez, c'est le titre de feat qu'il a réalisé avec Fanico. Le morceau est sorti il y a juste un mois. Et Mercir est notre artiste de la semaine. C'est lui qui boucle le dernier palier de cette émission. C'est à partir de 14h30. Mesdames et messieurs, merci de nous préférer pour vous informer tous les dimanches quand ils sont 13h au Bénin. Si vous êtes prêts, le grand format, eh bien c'est parti. À la une de l'actualité au Bénin, parlant de l'examen du BPC qui démarre demain lundi, nous ferons un tour dans le département du Zou pour prendre le pouls des préparatifs et c'est le directeur départemental des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle qui nous fera le point dans un instant. On en parlera. On parlera également des préparatifs de la fête de la Tabaski qui s'annonce, c'est dans quelques jours. L'une de nos équipes de reportage a fait le tour de quelques sites de vente de moutons à Parakou, mais le constat n'est pas, donc on ne voit pas la grande affluence habituelle. Images et reportages à suivre également les précisions sur cette action de la Sobebra, société béninoise de boissons rafraîchissantes. Elle a procédé ce samedi à la mise en terre de plusieurs plants sur le site de la forêt classée de Sémé, 50 000 plants pour contribuer à l'atténuation des effets des changements climatiques. On démarre le grand format avec le journal. On va prendre la direction du département du Zou où tout se met en place pour une bonne organisation de l'examen du BPC session de juin 2024. On va faire le point avec le directeur départemental des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle qui est ici au micro de Imet Hélène Amosso. Oui, c'est prêt. Je ne dirais pas que tout est fait prêt, mais c'est prêt. Et nous attendons le BPC de pied ferme. Le matériel lourd est déjà déployé dans tous les centres de composition. Le matériel sensible est déjà dans tous les commissariats proches des centres de composition. Les listes des candidats dans tous les centres de composition est affichée déjà. Les établissements qui abritent les compositions, je veux dire les établissements qui sont retenus comme centres de composition, sont actuellement en train de travailler pour rendre les lieux propres. En ce qui concerne la direction départementale, les dispositions sont prises pour que les établissements qui abritent le déroulement du BPC écrit, les salles de classe soient aménagées, revues, les toitures pour que ça ne laisse pas couler l'eau. Et comme je l'ai dit à l'entame, il y a déjà la phase préparatoire qui consiste à rendre l'établissement propre là où l'eau stagne. Il faut remblayer. Donc tout ça, c'est en train de se faire actuellement dans les centres de composition. Au niveau des parents aussi, il faudrait que des dispositions soient prises de leur côté
pour permettre à leurs enfants candidats d'aller composer et de faire les allers et retours dans de bonnes conditions. Aux candidats, comme ils sont les tout premiers acteurs, les tout premiers concernés, et nous allons leur demander de continuer la révision. Ce n'est pas la fin. Même le dernier jour, de continuer par réviser, mais ce n'est pas le moment de veiller. De bien dormir, de se réveiller correctement le lendemain, de savoir quoi manger ces derniers temps, puisque c'est un examen qui est préparé pendant toute une année. Il faut tout mettre en œuvre pour pouvoir composer dans de bonnes conditions. Autre sujet à présent, démarré en 2019 avec pour objectif l'amélioration des droits humains pour les femmes et les filles. Le projet Vox et Leadership de Oxfam Bénin est arrivé à son terme. Pour marquer l'événement et surtout évaluer l'impact de ce projet, un atelier national sur l'égalité des sexes a été organisé jeudi dernier à Cotonou. C'était en présence des partenaires du projet. Les précisions sont avec Hugues Vignébé. Moi, je remercie beaucoup le chef de l'État et son gouvernement à travers d'abord ce que nous savions avant concernant leur projet d'asphaltage qu'on a vu seulement ici. Nous avions pensé que ça n'allait pas gagner. Mais quand ils sont venus, ils nous ont beaucoup expliqué beaucoup de choses qu'on ne savait même pas aussi. Et le marché de Naïtengo a été construit sous talon. Aussi, la voie Kota-Kwandé qui est en train d'être réalisée est un grand projet vraiment qui va impacter les populations de tout le tronçon et pourquoi pas aussi les gens de Naïtengo. Donc je me remercie beaucoup le chef de l'État et son gouvernement à travers cette tournée où on apprend des informations qui n'étaient pas à notre portée. C'était nécessaire qu'il y ait une tournée de reddition de comptes pour éclairer toute la population. Et il y a eu beaucoup de réalisations que fait le gouvernement à travers son président Patrice Talon, et que les gens cherchent à peindre en noir. Mais avec cette descente, nous avons eu plus d'éclaircissements. Nous avons été éclairés par les membres de la délégation sur les acquis que nous avons eus dans notre commune à Natitengu, au-delà de l'asphaltage qui est visible, le marché que nous avons. Et il y a par exemple l'eau. Vous savez qu'à Natitengu, il y a problème d'eau. Mais Natitengu va bénéficier d'un gros programme d'eau. N'eût été cette tournée de reddition de comptes, on ne pouvait pas savoir. On allait continuer par se plaindre. Alors, avec cette tournée, nous avons été éclairés, nous sommes sûrs et nous attendons ce gros projet d'eau qui va mettre fin à la souffrance des femmes. Moi, je vais d'abord féliciter le gouvernement pour la tournée qu'il est en train d'effectuer. Puisque, entre-temps, vraiment, on n'entendait pas sa voix. Et les gens disaient qu'il ne tourne pas, il ne parle pas, il fait des choses ailleurs. Bon, nous, on était bleus. Présentement, à base de sa tournée-là, vraiment, on est content. Puisque, à part le marché qui est fait ici, avec un peu de voix qui est fait ici, à part ça, on n'a rien ici à Natitengu. Mais à base de sa tournée, on a su qu'il y a beaucoup de choses qui vont venir à Natitengu. Moi, je pense que cette tournée est salutaire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, nous n'avons pas la bonne information. Pour nous, habitants de Natitengu, c'était comme si nous étions écartés du Bénin. Parce qu'après la première phase d'asphaltage, nous avons appris que la deuxième phase a été retournée au sud. Donc, il y a tellement d'intoxication que nous n'arrivons pas vraiment à cerner le vrai du faux. Mais aujourd'hui, avec cette tournée, nous avons appris beaucoup de choses. Tout ce que le gouvernement a fait pour le développement de Natitengu, nous avons pu avoir tout ça de façon officielle, ceux qui ont vraiment l'information. Par exemple, nous avons... les gens, par le passé, ont dit que la route de Kwandé était déjà faite par le gouvernement passé et que c'est le budget du temps de Yahi qui avait déjà financé ce projet. Mais aujourd'hui,
avec tout ce que les gens ont dit au cours de cette tournée gouvernementale, nous avons compris que c'est le président Talon qui est en train de vraiment œuvrer pour cette voie-là. Et vraiment, nous le remercions beaucoup pour tout ce qu'il fait pour nous. C'est vrai qu'autour de ces projets, il n'y a pas assez de communication, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à savoir qu'est-ce qui est fait pour Nati Tengou, qu'est-ce qui n'est pas fait. Mais aujourd'hui, avec toutes les explications, tous les détails qui ont été donnés au cours de cette sensibilisation gouvernementale, moi je pense que c'était vraiment important que cette tournée-là ait lieu pour vraiment permettre aux gens, pour éclairer la population de tout ce qui est fait dans le PAG. Et par rapport à Nati Tengou, on nous avait promis une deuxième phase de asphaltage après la fin donc, de la première phase. Effectivement, les ouvrages ont été réceptionnés pour la première phase et nous avons eu de belles rues asphaltées, éclairées dans la nuit. Ce qu'on ne comprenait pas, on s'attendait à être dans la seconde phase, mais on apprend que c'est arrêté. Mais ça, on ne le savait pas. Pourquoi est-ce que c'est arrêté? C'est toujours dans l'intérêt donc, de nos populations à Nati Tengou. En fait, on nous a expliqué que la première phase qui a fait naître des voies asphaltées a été dérangée par donc, ces eaux fluviales. Et par endroits, ces rues asphaltées ont deux problèmes liés donc, aux eaux fluviales mal canalisées. Et donc, Nati Tengou a été prise en compte dans un autre projet pour corriger les erreurs de la première phase où les eaux n'avaient pas été bien canalisées. Et ce projet, qui coûte des milliards, viendra donc construire d'autres ouvrages pour bien canaliser les eaux afin qu'on puisse procéder à la phase 2 de l'asphaltage. Cette explication, nous, on ne l'avait pas. Mais la tournée gouvernementale a permis que nous puissions comprendre et nous félicitons le gouvernement de la rupture, le président Talon, pour donc tout ce qu'il fait pour Nati Tengou. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez plutôt suivi les impressions des populations de la population de Nati Tengou au sujet de cette initiative de gouvernement, une tournée gouvernementale de réduction de comptes pour présenter les réalisations du président Patrice Talon. On va revenir très rapidement sur ce sujet, je le disais, démarré en 2019 avec pour objectif l'amélioration des droits humains pour les femmes et les filles. Le projet Vox et Leadership de Oxfam Bénin est arrivé à son terme pour marquer l'événement et surtout évaluer l'impact donc du projet. Un atelier national sur l'égalité des sexes a été organisé jeudi dernier à Cotonou. C'était en présence des partenaires du projet. Reportage. Le projet VLF. Violence faite aux femmes, scolarisation des filles, autonomisation des femmes, lutte contre le mariage précoce et forcé. Ce sont, entre autres, les thématiques ciblées par le projet Voix et Leadership des femmes. Après 5 ans de mise en œuvre de ce projet dont la finalité est la valorisation des droits des femmes, l'heure du bilan a sonné. En matière d'amélioration de la gestion et de la viabilité des organisations soutenues, nous avons pu observer des avancées significatives dans la gouvernance des ODDF avec une diversification des partenariats. Dans le domaine de l'amélioration de la prestation de programmes et de services de qualité, nos organisations ont su mettre en place des services de haute qualité, incluant des programmes innovants qui ont touché la vie de nombreuses femmes et filles. Ce projet binational a permis de réaliser des avancées considérables dans le domaine de la promotion de la jouissance des droits humains pour les femmes et les filles et le progrès de l'égalité entre les sexes au Bénin. Nous devons continuer à bâtir sur des bases solides que nous avons établies. Les défis sont nombreux, mais avec la même détermination et le même esprit de collaboration, nous pouvons les surmonter. Célébrons nos progrès vers l'égalité des sexes au Bénin et planifions ensemble l'avenir. Tel est le thème de cet atelier. Le projet Voix et Leadership des femmes est soutenu par plusieurs structures, dont l'ambassade du Canada au Bénin, à travers Affaires mondiales Canada. Le succès que nous célébrons aujourd'hui témoigne de l'efficacité d'un partenariat solide et d'un dévouement sans faille de la part de toutes les organisations de défense des droits des femmes que nous appelons couramment les ODDF, qui ont été impliquées dans ce projet.
Le Canada réaffirme sans équivoque son engagement en faveur de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes et des filles, des valeurs qui sont au cœur du programme Voix et Leadership des femmes. 38, c'est le nombre total d'organisations de défense des droits des femmes ayant bénéficié de ce projet financé par 3 différents mécanismes. Nous avons apprécié chaque moment passé avec vous et entre nous et avons beaucoup appris. Nous avons appris des choses utiles pour le développement futur de nos organisations. Au terme de l'atelier, les participants ont visité la foire au partenariat organisée pour la circonstance. Au total, 130 375 personnes sont touchées par le projet Voix et Leadership des femmes dans 73 communes et les 12 départements du Bénin. La violence faite aux femmes en milieu artisanal, bien sûr. Je l'ai annoncé en début de cette session d'information, les fidèles musulmans du Bénin se préparent pour la célébration de la première de l'édition 2024 de la fête de la Tabaski. Contrairement aux années antérieures, les sites de vente de moutons pour l'Aïd El-Kébir sont vides cette année à Parakou. Vous allez le voir, habituellement, un mois avant la fête, les troupeaux de moutons disponibles à la vente envahissent les sites. La situation qui prévaut au niveau des frontières du Bénin avec le Niger et le Burkina Faso est la principale raison de cette situation. C'est ce que nous dira dans ce reportage Epiphane Chabi. Cet espace vert inoccupé est le site habituel de vente de moutons de la fête de la Tabaski au quartier Guéma dans le 3e arrondissement de Parakou. Et ces bêtes qui s'y trouvent ne sont pas à vendre, mais plutôt en divagation. C'est le triste visage que présentent plusieurs autres sites de vente de moutons dans la ville de Parakou, ceci à quelques jours de la célébration de la fête de la Tabaski. Les Nigériens qui s'occupent de la vente de moutons ne sont plus venus cette année. Cette année, nous sommes pratiquement à 2 semaines de la vente de la fête de Tabaski. Donc les moutons ne sont pas venus cette année. Du fait qu'il y a la fermeture de la frontière, le parking n'est plus fréquenté comme auparavant. Et les vendeurs de moutons également sont bloqués du côté du Niger. Donc les gens ont levé des bêtes, mais ils ne peuvent pas traverser la frontière pour venir vendre ça au Bénin. Dans les sites de vente de moutons, du 1er au 2e en passant par le 3e arrondissement de la ville, le constat reste identique. Ici à Okédama dans le 1er arrondissement, seul ce vendeur occupe ce site qui a de pareils moments les années antérieures, grouillait déjà de monde. L'année passée à pareil moment, le marché était déjà gorgé de moutons. Les étrangers de l'autre côté ont l'habitude de venir. Nous sommes de Parakou. Nous, les éleveurs, nous sommes déjà sortis, c'est les quelques-uns qui sont à la maison. Mais à l'instant T, voilà tout ce que nous voyons sur le terrain. Niger, là, c'est 0%, pas de passage. On a vu un camion rare. Et lui, il a pris par où? Il a pris par le village qu'on appelle côté Nigeria pour sortir vers Kabola et prendre par ici pour partir. Ça veut dire que lui, il a faufilé. Sinon, le Niger, 0. C'est une célébration particulière de la fête de la Tabaski qui s'annonce donc que c'est déjà beaucoup d'inquiétude dans le rang de quelques fidèles musulmans qui pensent que la situation actuelle est liée à la fermeture des frontières entre le Bénin et le Niger. Cette année, vraiment, les moutons ne viennent plus. Parce que les années passées, à l'heure actuelle que nous sommes, vous allez voir les camions un peu partout avec les chargements des moutons. Mais cette année, même un camion, je n'ai pas encore vu. Actuellement, il n'y a aucun camion qui est d'abord dans notre ville de Parakou. Sans vous mentir, là je me promène un peu partout. Je suis très découragé. Même moi qui est debout ici devant votre canal, c'est Dieu qui va me donner. La fermeture de cette frontière-là, ça nous a amené un grand pleur qu'on ne sait pas. Ça va finir quand? La Tabaski reste et demeure la fête la plus importante de la religion musulmane. Il s'agit d'une célébration en mémoire du prophète. Pour son dévouement à Allah et malgré le contexte particulier de cette année, la fête prévue pour le 16 juin prochain aura lieu dans le respect des prescriptions islamiques.
Voilà, dans tous les cas, la fête aura lieu. On en vient maintenant à cette action de la Sobibra annoncée en titre pour marquer la 40e édition de la Journée nationale de l'arbre. La société béninoise de boissons rafraîchissantes a procédé ce samedi à la mise en terre de plants sur le site de la forêt classée de Sémé. 40 000 plants déployés par la Sobibra pour contribuer à l'atténuation des effets des changements climatiques. On fait le point avec Asiongo Kanye Asiongo. Avec 50 000 plants mis en terre, la Société béninoise de boissons rafraîchissantes montre son engagement à la préservation de l'environnement. Réunis ici sur le site de la forêt classée de Sémé, dans le cadre de la journée de reboisement et d'entretien, le personnel de la société, assisté des agents des eaux, forêts et chasses, a répété son acte habituel. Aujourd'hui, 8 juin 2024, nous plantons 50 000 arbres dans la forêt classée de Sémé. C'est un acte rempli d'espoir. Chaque arbre planté est une promesse de vie supplémentaire, un poumon vert qui contribuera à améliorer la qualité de notre air et à lutter contre les changements climatiques. Aujourd'hui, la planète Terre est confrontée aux effets néfastes des changements climatiques dont, entre autres, inondations, sécheresses, réchauffement. Des phénomènes contre lesquels, depuis 2018, lutte la Sobibra à travers des interventions au Bénin. Un acte fort qui participe à la sauvegarde de l'environnement et pour laquelle l'administration des eaux, forêts et chasses encourage la société à continuer ses efforts. Je voudrais demander donc à la Sobibra de rester l'ami fidèle de la forêt, quelles que soient les vagues qui peuvent secouer l'environnement. Le vent souffle dans la forêt, mais les oiseaux ne tombent pas de l'arbre. Attachez-vous à la forêt comme vous avez commencé à le faire jusque-là. Diverses espèces sont mises en terre ici sur des hectares. Acacia, eucalyptus, caïa et fraqué. Pendant longtemps, les mauvais comportements ont contribué au déboisement du site. Aujourd'hui, le ministère du Cadre de vie appelle à une prise de conscience de la population. Toute cette forêt a été reboisée, a été restaurée par l'administration forestière. Mais par nos actes, nous l'avons, j'ose pas prononcer le mot, mais on a détruit donc cette forêt-là. Et aujourd'hui, on se met encore à replanter. Alors, il va falloir que chacun de nous prenne conscience de ce que représente la forêt pour nous. Et que nous puissions reboiser, mais non seulement reboiser, de pouvoir entretenir les arbres que nous plantons. À ce jour, la Sobibra a déjà mis en terre plus de 250 000 plants répartis sur 120 000 hectares sur l'ensemble du territoire. Les communes sont les cibles de la société qui choisit des sites de forêt pour ses actions. Avant de boucler l'acte 1 du grand format, sachez, mesdames et messieurs, que le Centre de prévention et de gestion de crise a organisé un atelier de formation et de simulation. L'initiative est soutenue techniquement et financièrement par l'Agence belge de développement. Une occasion pour les participants de s'imprégner et de mettre en pratique les procédures du manuel de gestion de crise. Ces assises de Dassa Zoumé s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième phase du projet d'appui à l'opérationnalisation de la police républicaine. Le point avec Imet Hélène Moussou. La session, selon les participants, est venue à point nommé et elle réunit des représentants de toutes les composantes du secteur de la sécurité, notamment les agents de la police républicaine, ainsi que d'autres acteurs impliqués. Les assises s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième phase du projet d'appui à l'opérationnalisation de la police républicaine PAOP. Face à l'insécurité qui s'accroît, plongeant nos populations dans la panique, il est nécessaire que les responsables à divers niveaux soient bien outillés afin d'apporter une solution fiable. L'objectif du présent atelier est de nous former sur les notions théoriques et pratiques en matière de sauvetage. Alors,
Saisissons dès à présent toutes les opportunités qui nous seront offertes par les différents formateurs pour combler nos attentes et contribuer à la tranquillité de nos paisibles populations. Cet atelier donc vient à point nommé pour permettre aux différents acteurs de la chaîne de réaction de maîtriser tout le sens, je dirais même l'essence, sinon la quintessence, du rôle qui est le leur dans la gestion efficace des crises. Cadre pour s'approprier les outils nécessaires à la gestion efficace d'une crise, la formation sera couplée avec des exercices de simulation. Ce rendez-vous de DASA qui va durer 4 jours offre aussi l'occasion aux participants de revisiter, s'imprégner, mettre en pratique les procédures de gestion de crise définies dans le manuel élaboré et validé lors de la phase précédente du PAOP, initiative du Centre de prévention et de gestion des crises. La rencontre se tient grâce à l'appui technique et financier de l'Agence belge de développement ENABEL. La session de formation et d'exercice de simulation en gestion de crise ici à DASA a pour objectif de vous inspirer d'une démarche unique et structurée en gestion de situations de crise et catastrophes. L'Agence belge de développement ENABEL, à travers le projet d'appui à l'opérationnalisation de la police républicaine PAOP, soutient les autorités béninoises depuis 2020 et continuera ses actions de formation, d'exercice, de conseil, de projet et d'accompagnement dans ce domaine important tout au long de la durée du projet PAOP 2, jusqu'en 2028. Je prie les uns et les autres de bien vouloir saisir cette chance et que cette formation nous apporte beaucoup de connaissances en matière de gestion de crise. On aura encore assez de notions pour prendre les dispositions nécessaires et pouvoir parer au mieux pour que des crises n'arrivent pas et quand cela s'impose à nous, qu'on ait les moyens nécessaires et qu'on prenne également toutes les dispositions qu'il faut pour faire face à cela. La présente session de formation et d'exercice de simulation qui se déroule à Dassa est également organisée dans le Borgou et la Donga. Merci à vous, Imet Hélène Mosso, pour ce reportage qui vient mettre un thème à l'acte 1 du grand format. Dans la suite, on va parler des derniers réglages de l'organisation de l'examen du PPC session de juin 2024. Les épreuves seront officiellement lancées demain, lundi. Le directeur de l'enseignement secondaire général vient nous donner quelques éléments de réponse en ce qui concerne les préparatifs donc, de cet examen. L'entretien avec Edmond Moutongi, c'est juste après la pub. En juin, seulement avec Canal+. À la Black Mafia Family. Magnifique. Parcours immense. Je pensais que t'étais mort, mon frère. C'est un miracle. Waouh, tu es carrément une légende. À la guerre. Comme à la guerre. Une Ligue des Champions admirable. Des pilotes virtuels dans des vraies voitures. On a le droit d'avoir peur. La patrouille, vite. Tu dois avoir la foi. Qui va remporter la Copa América? Et le gagnant est... Top là. À très vite. 100% de toutes vos envies avec Canal+. Et pour ne rien manquer de tous ces programmes, on vous offre 30 jours. Oui, 30 jours à tout Canal+, pour tout réabonnement à votre formule. « 124 860 candidats planchent à partir de demain lundi pour donc, le compte de l'examen du BPC session de juin 2024. Une édition qui connaît un nouveau format qui entre en vigueur à partir de demain. Alors, qu'est-ce qui a été déjà fait et que reste-t-il encore à faire avant le lancement des épreuves? Pour le savoir, nous avons sur ce plateau le directeur de l'enseignement secondaire général qui est avec nous, M. Edmond Moutongi. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, bienvenue sur le plateau du grand format. Est-ce que tout est prêt pour lancer les épreuves demain lundi? Merci, monsieur le journaliste. Je puis vous affirmer, vous rassurer que tout est prêt pour que le BPC session 2024 soit lancé demain et que cela se déroule sans embâche, dans de bonnes conditions. D'accord. À quelques heures, on va dire, du lancement de ces épreuves, quels sont les derniers réglages qui restent à faire? Bon, en fait, on peut dire que tout est bouclé, mais tant que ce n'est pas encore lancé sur les rails, on pourrait toujours parler de dernier réglage. Sinon qu'en réalité, dernier réglage, il n'y en a plus, tout est déjà fin prêt. Les centres où
le lancement doit se faire par département et là où ça doit se faire de façon officielle, c'est déjà connu. Et les acteurs sont déjà mis en route pour que ce lancement se passe dans de bonnes conditions. Les questions de primes sont-elles bien traitées pour éviter des perturbations? Bien sûr, depuis toujours, depuis toujours, il n'y a plus de soucis à ce niveau-là. Monsieur le directeur de l'enseignement, monsieur le directeur des examens et concours a déjà pris toutes les dispositions idoines, a déjà envoyé les agents payeurs dans tous les coins du pays pour que cela se passe normalement. D'accord. Et puis cette année, les statistiques du taux d'inscription ont augmenté. Comment peut-on expliquer cela? Oui, contrairement à ce que l'on pourrait penser, parce que l'idée selon laquelle les enfants désormais doivent rouiller vers l'enseignement technique, c'est ce que nous avons constaté. On a constaté que cette année, l'effectif a connu une augmentation de 3016 candidats, soit un taux d'augmentation de 2,48. Oui, c'est le constat. Cela montre qu'il y a d'engouement des apprenants. Il y a aussi, ça veut dire que les politiques, les efforts du gouvernement ont porté. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font pour sensibiliser les enfants à aller à l'école. Donc, c'est le fruit de ces efforts fournis qui se traduit par cette augmentation. D'accord, nous sommes en période de pluie. Est-ce que vous êtes rassuré de l'accessibilité donc des centres de composition? Il n'y aura aucun problème d'accessibilité, toutes les dispositions sont prises. Ah oui, encore que Dame Nature ne prévient pas. Oui, ça là, non, on ne peut rien. Dame Nature ne prévient pas. Bon, mais au cas où un centre est inondé et inaccessible, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Je crois que ça n'arrivera pas. Les dispositions sont prises. Ça n'arrivera pas, puisque les centres ne sont pas choisis au hasard. On ne choisit pas les centres qui peuvent être inondés pour plus d'une journée pour abriter un centre. Tout est fait en tenant compte de beaucoup de paramètres. D'accord. Et avant de poursuivre notre entretien, on va marquer une courte pause pour suivre donc le message du ministre des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, le message de Yves Kouaro-Chabi à l'endroit de tous les acteurs du système éducatif. On va le suivre pendant 2 minutes 21 et on revient sur ce plateau. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, chers acteurs du secteur de l'éducation nationale, le temps a fait son œuvre et nous conduisons inexorablement à son terme l'année scolaire 2023-2024. Elle a été marquée par des actions pertinentes prises de façon consensuelle en tenant compte de l'évolution du monde. C'est ainsi que l'ensemble des acteurs a pris la décision, entre autres, d'innover l'enseignement des sciences techniques par des exercices plus pratiques et de relever le niveau de nos enfants dans toutes les disciplines en lien avec l'évolution du monde. Qui n'a pas besoin d'utiliser les nouvelles technologies de la communication, par exemple? À ce titre, il a été décidé qu'à l'étape du premier cycle de l'enseignement du second degré, l'ensemble des enfants béninois est une notion confirmée dans toutes les disciplines d'enseignement, sauf l'allemand et l'espagnol, pour lesquels l'apprenant est appelé à faire un choix. C'est donc la fin du BPC moderne long et du BPC modèle court. C'est l'ère du brevet d'études du premier cycle unique. Ceci offre plus d'ouverture à tous nos enfants dans le continuum de l'éducation allant du second cycle de l'enseignement du second degré à l'université. Ainsi, pour la session de l'examen du BPC de cette année 2024, tous les candidats auront à composer dans toutes les disciplines enseignées et les épreuves orales concerneront uniquement que la discipline anglais, pour les candidats admissibles bien sûr. Le but visé à travers cette décision est de propulser nos enfants dans l'univers de la culture, des humanités et des sciences techniques et technologiques qui renforcent en eux les fondamentaux de leur époque.
Voilà donc l'essentiel du message du ministre des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. On revient sur ce plateau. Monsieur Edmond Tondi, qu'est-ce qui a motivé la prise de cette décision? Oui, les motivations sont nombreuses. Je vais citer deux exemples. Par exemple, il y a une étude qui a été commanditée et qui a montré que il y a de plus en plus une désaffection des apprenants vis-à-vis des matières scientifiques. La deuxième chose est que vous n'êtes pas sans savoir que ça se dit, c'est sur toutes les bouches, que notre école, notre système éducatif donne des produits qui ne sont pas consommés par le marché. Je veux dire, il y a des gens qui finissent leurs études et après, ils deviennent des chômeurs parce que il n'y a pas ce qu'il faut. Il n'y a pas leur formation ne correspond à rien à la fin de la formation sur le marché d'emploi. Alors donc c'est tout ça là qui a amené les dirigeants au haut niveau à réfléchir pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Alors donc ils ont dit qu'il faut alors dans un vaste programme faire ce qu'ils ont appelé la promotion des sciences. La promotion des sciences mathématiques, sciences physiques, autrement dit les sciences dures. Alors c'est dans ce cadre-là que le ministère, c'est-à-dire tout le système éducatif est lancé pour réfléchir et trouver qu'est-ce qu'il faut faire pour accompagner cette grande orientation du gouvernement qui consiste à parler de la promotion des sciences. Pour ce qui nous concerne au niveau de l'enseignement, des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, nous avons choisi dans une réforme que tous les apprenants dorénavant doivent composer en PCT. Et ceci est consacré par un nouvel arrêté signé par le ministre des enseignements secondaires techniques de la formation professionnelle qui consacre cela. Alors donc, cette réforme, c'est pour renforcer le niveau des apprenants au plan des sciences et techniques, parce que nous sommes en train d'aller vers une nouvelle réorientation des filières. Les filières techniques, parce que le gouvernement a dit prochainement, on doit inverser la tendance, 70% pour l'enseignement technique et 30% pour l'enseignement secondaire. Et il faut préparer les candidats à arpenter cette nouvelle piste que le gouvernement est en train de leur tracer. C'est pour cette raison qu'il faut que les enfants aient une bonne formation en sciences et technologies. D'accord. Et quel pourrait être l'impact justement de cette réforme sur les résultats qui vont sortir au thème de ces examens? Non, il n'y aura pas d'impact négatif. L'impact ne peut qu'être positif. Parce que nous ne sommes pas sortis du néant. Les enfants ont été entraînés tout au long de l'année à le faire. Donc ils sont déjà aguerris pour pouvoir faire. Les résultats que nous avons eus à travers les évaluations d'étapes, à travers les productions scolaires et les examens blancs prouvent à suffisance que les résultats ne seront pas autre chose que ce que nous avions l'habitude d'avoir. Et même mieux. On peut même avoir mieux. D'accord. Alors, en dehors de ces réformes, qu'est-ce que le gouvernement a fait pour que nous puissions espérer de meilleurs résultats, justement, au thème de cet examen? Le gouvernement a fait beaucoup de choses. Vous savez, quand nous parlons, nous disons que nous voulons renforcer les enfants au plan scientifique, il faut pouvoir donner les enseignants qu'il faut. À ce niveau, le ministre a donné les instructions fermes pour qu'il y ait un déploiement des professeurs de PCT en nombre suffisant dans les établissements. Il y a eu un encadrement de qualité qui est fait à travers le réseau d'encadrement et d'animation pédagogique animé par les inspecteurs, les conseillers pédagogiques. Donc il y a eu pour les formateurs d'abord ce que nous appelons un encadrement et formation de proximité. Donc ils sont encadrés à former les enseignants et c'est ce qui est fait tout au long de l'année. D'accord. Et puis, à la veille de l'examen, quelle doit être l'attitude, selon vous, du candidat? Non, le candidat, il doit être serein. Il doit être serein. Moi, je leur demande d'être serein. À la veille de l'examen, non, mais si tout est déjà fait et bien fait,
au cours de l'année, ce n'est pas à la veille qu'on va commencer par... On a appris à la veille de l'examen. Oui, c'est l'impression qu'on a. Mais dès que ça commence, on se rend compte que il n'y a rien de sorcier, que c'est ce qu'on a fait tout au long de l'année qui revient. Donc moi je demande aux candidats de se calmer. Il n'y aura rien d'extraordinaire. C'est ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est ça qu'on va leur amener. Il n'y aura pas autre chose qui puisse leur donner du fil à retordre. Et leurs parents ont également un rôle capital à jouer, surtout dans cette période, de maintenant jusqu'à la fin des épreuves. Oui, les parents doivent rester vigilants, ils doivent accompagner naturellement les enfants. Cela est d'autant plus important que les candidats que nous avons aujourd'hui sont des enfants très jeunes, ils sont très jeunes. Il n'est pas alors question que les parents les laissent à eux-mêmes. Le plus jeune candidat au BPC cette année n'a que 11 ans. Oui. Alors donc, nous demandons aux parents de ne pas baisser l'échine, de garder le cap jusqu'au mercredi à 12h30. Ils sont considérés comme eux aussi des candidats. Donc, ils n'ont qu'à veiller. Le stress emballe tout ils n'ont qu'à veiller à donner de conseils aux enfants. Il n'y a pas de débat à faire avec les enfants pendant la composition. Quand l'enfant va faire une matière, il revient. On n'a rien à lui demander s'il a travaillé, s'il n'a pas travaillé. Non, ce n'est pas ça. On lui demande, on se concentre sur ce qui reste à faire. Donc, sur l'épreuve suivante. Donc, voilà, c'est ce que nous pouvons dire. Où se fera le lancement officiel? Le lancement officiel se fera dans un collège privé à Boumé-Calavi, appelé la Grande Académie. C'est là où le ministre va procéder au lancement officiel du BPC. Mais en même temps, dans les départements, tous les directeurs départementaux aussi vont sacrifier à la même tradition. Ça se passera au même moment. D'accord. On va se quitter avec votre message à l'endroit de tous les acteurs qui ont contribué sans doute à la réussite ou qui sont impliqués dans l'organisation de cet examen. Je vais d'abord commencer par remercier le gouvernement. Je vais commencer par remercier le gouvernement qui a permis au système de bien fonctionner depuis un certain moment. Parce que nous sommes en train, depuis 3 ou 4 ans, en train de passer, non plus que ça, une année apaisée, ce qui permet aux activités pédagogiques de bien se dérouler. Cela permet au ministère de faire de contrôle rigoureux de tout ce qui se fait, contrôle de présence des enseignants depuis la plateforme EducMaster, et puis même quelque chose d'extraordinaire qui n'a jamais existé dans le système et que le ministère est en train de faire depuis 3 ans. Il s'agit de la revue de performance pédagogique des établissements d'enseignement secondaire au cours de laquelle il est fait le point quantitatif et qualitatif d'exécution des programmes d'études. Cela permet de corriger là où il y a des petits problèmes et de procéder à des remédiations. C'est des activités que les inspecteurs font. En plus, je vais aussi remercier les enseignants qui ont œuvré, qui ont tout fait pour qu'aujourd'hui, nous soyons là à parler de lancement et de déroulement du BPC. Ces chers enseignants, vraiment, je vous remercie. Ce que vous faites, personne n'a les moyens pour pouvoir vous le rendre. Seul Dieu peut le faire. Aux parents et aux candidats, je leur demande beaucoup de courage et beaucoup de détermination. Tant que l'examen n'est pas encore terminé, on ne doit pas baisser les bras. D'accord. Merci à vous, monsieur Edmond Tondi, directeur de l'enseignement secondaire général. Rendez-vous donc demain pour le lancement officiel des épreuves. Très bonne journée à vous. Merci, monsieur le journaliste. Mesdames et messieurs, on va parler environnement à présent avec cette initiative des étudiants du CIFRED. C'est le Centre interfacultaire de formation et de recherche en environnement pour le développement durable. Il s'agit de leur journée de l'environnement qui est à sa 2e édition. Euphrasie Dosso, président du comité d'organisation, nous rejoint sur ce plateau pour nous en parler. Mais avant, on va voir ce que nous propose ce dimanche Florence Bossa sur la toile. Voici Actu sur le net. En juin, seulement avec Canal+. À la Black Martin Family. Magnifique. Parcours immense. Je pensais que t'étais mort, mon frère. C'est un miracle. Waouh, tu es carrément une légende. À la guerre. Comme à la guerre. Une Ligue des Champions admirable. Des pilotes virtuels dans des vraies voitures. On a le droit d'avoir peur. La patrouille, vite. Tu dois avoir la foi. Qui va remporter la Copa América? Et le gagnant est... Top là.
À très vite. 100% de toutes vos envies avec Canal+. Et pour ne rien manquer de tous ces programmes, on vous offre 30 jours. Oui, 30 jours à tout Canal+, pour tout réabonnement à votre formule. En juin, seulement avec Canal+. À la Black Mafia Family. Magnifique. Parcours immense. Je pensais que t'étais mort, mon frère. C'est un miracle. Waouh, tu es carrément une légende. À la guerre. Comme à la guerre. Une Ligue des Champions admirable. Des pilotes virtuels dans des vraies voitures. On a le droit d'avoir peur. Y'a pas de patrouille. Vite. Tu dois avoir la foi. Qui va remporter la Copa América? Et le gagnant est... Top là. À très vite. 100% de toutes vos envies avec Canal+. Et pour ne rien manquer de tous ces programmes, on vous offre 30 jours. Oui, 30 jours à tout Canal+, pour tout réabonnement à votre formule. En juin, seulement avec Canal+. À la Black Mafia Family. Magnifique. Parcours immense. Je pensais que t'étais mort, mon frère. C'est un miracle. Waouh, tu es carrément une légende. À la guerre. Comme à la guerre. Une Ligue des Champions admirable. Des pilotes virtuels dans des vraies voitures. On a le droit d'avoir peur. Y'a pas de patrouille. Vite. Tu dois avoir la foi. Qui va remporter la Copa América? Et le gagnant est... Top là. À très vite. 100% de toutes vos envies avec Canal+. Et pour ne rien manquer de tous ces programmes, on vous offre 30 jours. Oui, 30 jours à tout Canal+, pour tout réabonnement à votre formule. Le vendredi 14 juin 2024, les étudiants du CIFRED, Centre interfacultaire de formation et de recherche en environnement pour le développement durable, rééditent leur événement. Il s'agit de la journée de l'environnement constituée de plusieurs activités à quelques jours de cet événement. Quel est le point des préparatifs? Quelles sont les innovations apportées à cette deuxième édition? Qui peut participer aux différentes manifestations inscrites dans le cadre de cette journée? La présidente du comité d'organisation de cette journée est avec nous sur le plateau pour nous apporter quelques éléments de réponse. Madame Euphrasie Dossou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, bienvenue sur le plateau du grand format. On va commencer par présenter le CIFRED. C'est quoi le CIFRED? Que fait-il? Bonjour, chers téléspectateurs. Le CIFRED, c'est le Centre interfacultaire de formation et de recherche en environnement pour le développement durable. C'est un centre d'études qui est sous la coupole de l'université d'Abomey-Calavi. Et ce centre existe depuis plus de 20 ans déjà. Et ce centre offre des formations en licence professionnelle en environnement, hygiène et santé publique et également en master professionnel avec 2 options, à savoir l'option géosciences et développement durable et l'option environnement, santé et développement durable. Voilà en gros présenter le CIFRED. Quels sont les débouchés qui s'offrent aux étudiants qui s'inscrivent au CIFRED? Et bien évidemment, quand on parle de formation, on parle de la fin de formation, le but visé pour la formation. Et parlant de débouchés pour les formations, les offres de formation au centre CIFRED, quand vous êtes apprenant au CIFRED, vous sortez soit technicien, soit ingénieur en environnement. Et vous pouvez être des responsables en HSE, des agents de parcs naturels, vous pouvez être des consultants même en études d'impact environnemental et social, ou même constituer votre ONG dans le domaine de l'environnement. Et puis, on constate que le pays est en chantier, sans doute que c'est un gros marché pour les environnementalistes. Oui, bien évidemment, on constate que tout le pays presque est en chantier. Et il n'y a pas de chantier sans qu'il n'y ait pas besoin d'environnementalistes, consultants en études d'impact environnemental. Et donc, voilà, quand vous êtes
et en formation en environnement et que vous avez une bonne formation telle que celle donnée par le CIFRED, forcément vous êtes prêt pour le marché de l'emploi ou même pour l'auto-emploi. D'accord. On en vient maintenant à votre initiative, la journée de l'environnement au CIFRED. Pourquoi cette journée? Cette journée parce que nous sommes des étudiants en environnement et qui dit vous êtes en environnement, vous êtes étudiant en environnement et que vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas en mesure de contribuer à la protection ou à la sauvegarde de l'environnement, en principe, en réalité, ça n'a pas de sens. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand vous faites quelque chose, vous devrez être en mesure de la valoriser et de l'assumer pleinement. Voyez-vous, nous avons le 1er juin qui est consacré à la journée de l'arbre. Nous avons également le 17 juin qui est consacré à la lutte contre la sécheresse et la désertification. Et même au plan mondial, nous avons le 5 juin qui est consacré à la journée de l'environnement. Donc, nous, étudiants au CIFRED, nous nous sommes mis dans cette dynamique. Nous nous sommes dit, pourquoi ne pas apporter notre pierre à l'édifice? Donc, c'est dans cette optique que nous organisons cette journée qui est d'ailleurs à sa 2e édition. Justement, vous parlez de 2e édition, ça veut dire que l'année dernière, quelque chose a été fait au niveau du CIFRED. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement l'année dernière? Comme vous le dites, et bien évidemment, l'année dernière, on a eu à faire la 1re édition de notre journée et il y a eu des activités qui ont meublé cette journée. Nous avons eu à mettre en terre des plans sur un site nu que nous a octroyé le CIFRED. À côté de cette activité de reboisement, nous avons fait une caravane sur le campus. Nous avons eu droit à une conférence publique que nous avaient donnée nos enseignants, toujours dans le but de sensibiliser et la communauté estudiantine et le grand public. D'accord. Mettre les plans donc, en terre est une chose, mais le suivi, l'entretien donc, de ces plans en est une autre. Les plans qui ont été mis en terre l'année dernière, que sont-elles devenues? Effectivement, on a mis en terre des plans, comme je le disais tantôt. J'aimerais d'abord dire que l'opération de mise en terre de plans, que ce soit à la journée de l'arbre, la journée de l'environnement ou la journée de lutte contre la sécheresse ou la désertification, ne sont pas des actions que de façade, ce n'est pas que des formalités. Il y a un travail de suivi qui est fait par la suite et qui permet d'évaluer dans son ensemble le travail qui a été fait. Donc, pour nous, la 1re édition que nous avons réalisé, les plans poussent bien. Je vais estimer à 80% de l'évolution de... Pourquoi pas 100%? Oui, pourquoi pas 100% effectivement. D'abord parce que aucune œuvre humaine n'est jamais parfaite à 100%, ça c'est une raison. Et aussi que nous sommes un peu limités dans les ressources pour le suivi. Mais déjà pour ce qui a été fait, la 1re édition, la promotion là comporte, nous avons des collègues forestiers et même des volontaires parmi nous qui se sont portés garants pour le suivi des plans mis en terre pour la 1re édition. Et c'est d'eux que nous avons le retour chaque fois des plans. Et par rapport aux préparatifs de cette édition, nous avons déjà effectué une descente sur le terrain, constaté de l'état de ces plans. Voilà. Et c'est ça qui vous motive sans doute à aller à la 2e Exactement. édition. Alors, on parle de plus en plus de changements climatiques, les conséquences des changements climatiques. Quelle est pour vous l'importance des arbres? Le rôle des arbres n'est plus à démontrer, je vais dire. Les arbres constituent un régulateur du climat par... En déversant une grande quantité d'humidité dans l'air. L'arbre constitue un abri. On parle également de puits de carbone. Oui, on dit puits de carbone. L'arbre, c'est l'arbre qui aspire, qui capte, je vais dire, le dioxyde de carbone. Et vous savez, le dioxyde de carbone, le CO2, est nuisible à la santé. Donc, l'arbre capte le CO2 et le transforme en rejetant l'oxygène dans l'atmosphère qui est important pour la survie, pour la vie. Donc, quand on parle de forêt, on ne parle pas de forêt sans parler d'arbres.
c'est beaucoup d'arbres qui constituent la forêt. Et donc, quand on parle de forêt, on voit clairement que la forêt a pour rôle de purifier d'abord l'air, donc d'éviter, d'éliminer la pollution. Et puis, les racines des arbres permettent de maintenir le sol et l'équilibre. Qui contribue également dans la médecine traditionnelle, les fruits des arbres. Bien évidemment. D'accord. Alors, la journée, c'est pour le vendredi 14 prochain, on va dire dans quelques jours. À l'étape actuelle, quel est le point des préparatifs de votre journée? Pour les préparatifs, je dirais tout simplement que nous nous attelons activement pour que cette nouvelle édition soit une réussite et mieux organisée, mieux réussie que la première. D'accord, on suppose que tout est prêt. Quelles sont les innovations apportées à cette deuxième édition, ou c'est la même chose que vous reconduisez pour cette année? Non, pas tout à fait la même chose. À la première édition, nous avons eu des activités, comme je l'ai dit tout à l'heure, et cette fois-ci, nous comptons apporter du nouveau. Je veux dire, les innovations que nous avons prévues sont, entre autres, la foire de l'environnement, à l'instar de la foire de l'agriculture, où les agriculteurs sont invités à exposer leurs produits, expliquer au public comment ces produits ont été fabriqués, obtenus. Exactement comme ça, nous allons faire la foire de l'environnement, où nous avons sollicité des structures qui interviennent dans le domaine de l'environnement à venir exposer, faire connaître leur savoir-faire au public en termes de solutions apportées aux problèmes environnementaux. Alors, en dehors de la foire de l'environnement, parlant même de la foire de l'environnement, qu'est-ce qu'on peut voir? Les participants qui viennent sur le campus au CIFRED, qu'est-ce qu'on peut voir? Est-ce qu'on peut voir du charbon bio ou d'autres produits exposés? Tout à fait. Parmi les structures que nous avons invitées, il y en a qui fabriquent du charbon bio. Le charbon bio, ils viendront expliquer comment ça s'obtient et en quoi c'est utile, comment ça fonctionne. Moi, déjà, je peux dire que le charbon bio ne noircisse pas les marmites. C'est fait à base de déchets biodégradables. Donc, déjà avec le charbon bio peut valablement remplacer le charbon de bois qui est issu de la désertification. Maintenant, par rapport aux autres structures, bien évidemment, je ne sais pas si je peux les citer rapidement, mais quelques-unes, on a Biophyto, Biogaz, qui viendront exposer le savoir-faire. Et à côté de la foire de l'environnement, j'en oubliais tout à l'heure, on a prévu faire une campagne de don de sang. Campagne de don de sang parce que, vous savez, et déjà nous amorçons la période des pluies et les statistiques ont montré que dans cette période, le taux de paludisme augmente beaucoup plus dans le rang des enfants avec tout son corollaire, l'anémie et tout. Donc nous avons pensé faire ce geste utile pour venir en appui aux formations sanitaires. Alors, ça veut dire que même ceux qui ne sont pas étudiants peuvent venir, les donneurs potentiels peuvent s'associer à vous pour cette action sociale. Bien évidemment, puisque la sensibilisation il va dans tous les sens, cible tout le monde pour ce acte utile. D'accord. L'éducation relative à l'environnement pour le développement durable, c'est le thème que vous avez retenu pour cette deuxième édition. Que peut-on comprendre à travers justement ce thème? Le thème... L'éducation relative à l'environnement pour le développement durable est évocateur à plus d'un titre. Ce thème invite tous les acteurs et les responsables de la chaîne de l'environnement à intégrer dans leur programme, à intégrer des notions de la préservation de l'environnement pour que déjà, depuis la base, que l'enfant sache que les déchets ne sont pas à jeter n'importe comment dans la nature. Parce que quand on parle de développement durable, bien vrai, nous avons des besoins qu'on doit satisfaire, mais on ne doit pas hypothéquer les besoins de la génération à venir. Voilà. D'accord. Vous êtes étudiant et tout ce que vous avez cité, c'est sans doute donc des moyens qu'il faut mobiliser. Comment comptez-vous réaliser toutes ces activités? Monsieur le journaliste, vous avez des moyens pour le faire? Bon, quand on parle d'organisation, ça sous-entend beaucoup de moyens, les moyens de toutes sortes, moyens humains, financiers, matériels. Donc nous, en tant qu'étudiants et auditeurs du CIFRED, nous constituons déjà en grande partie les moyens humains
Mais dans le même temps, nous n'allons pas rester les bras croisés attendant les sponsors en ce qui concerne par exemple les moyens financiers. Donc nous nous sommes engagés à donner une souscription en attendant de nous porter vers les partenaires, demander des moyens financiers, matériels et tout ce qui va avec. D'accord, on va finir avec vos mots. Déjà, je dirais merci à toute l'administration du CIFRED qui a à sa tête le professeur Bouraïma Yabi. Merci également au recteur de l'université d'Abomey-Calavi et toute son équipe pour tout le soutien qu'ils nous accordent depuis la première édition jusqu'à maintenant. Et je vais également dire merci à mes camarades étudiants, parce que le comité, ce n'est pas une seule personne, on le fait le travail en équipe et tous les étudiants. Et je demanderai également aux étudiants, tous les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi, de ne pas se sentir en marge de cet événement, parce que quand on parle d'environnement, tout le monde est concerné. Tout le monde qui est concerné, donc de prendre la chose comme leur chose et de se mobiliser massivement pour la réussite de cet événement. Et qui sont ceux qui vous soutiennent dans le cadre de cet événement? On a pas mal de structures et de personnes physiques qui nous soutiennent. Je ne sais pas s'il faut les citer ici très rapidement, si vous me le permettez. Et déjà, je vais citer les structures comme Biophyto, Biogaz, Graines de Vie, CEDV, Chaque enfant a droit à la vie, ODDB, le Rotarat d'Abomey-Calavi, MTN, la Sobebra, et tous ceux-là que nous avons identifiés qui nous ont promis leur accompagnement pour la réussite de cet événement. D'accord. Merci à vous, Madame Euphrasie Dossou, présidente du comité d'organisation de la journée de l'environnement des étudiants du CIFRED. C'est le centre interfacultaire de formation et de recherche en environnement pour le développement durable, le CIFRED, qui est logé sur le campus d'Abomey-Calavi. Le rendez-vous, c'est bien le vendredi prochain avec comme activité le reboisement, la caravane, la conférence publique, le don de sang et la foi de l'environnement. Très bonne journée à vous. Merci, monsieur le journaliste. J'oubliais rapidement Casa Grande, l'ONG Casa Grande, qui nous est vraiment d'un grand appui. Merci. D'accord, merci beaucoup à vous. Mesdames et messieurs, pour la suite du grand format, on va suivre la revue de presse hebdomadaire de Asiongbon Kani Asiongbon. Et juste après, vous le savez, c'est le décryptage de l'actualité nationale avec mon invité média, Gabin Goubi, est le rédacteur en chef du quotidien. Le matinal, on va planter le décor avec la revue hebdo. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur la revue de presse hebdomadaire. Plus de doute, s'exclamait l'économiste du Bénin, les 9 marchés urbains de Cotonou, mis en chantier depuis des années, seront livrés le samedi 15 juin 2024. L'annonce de l'ouverture des marchés a été faite simultanément le mardi 4 juin via un communiqué du ministre en charge du commerce et par Serge Novillon, membre de la cellule de communication de la présidence. Dès la semaine, les femmes vendeuses vont prendre possession de ces lieux d'achat, de vente et d'échange de produits. Mieux, les usagers vont faire leurs affaires dans un cadre totalement rénové. Le coût global des 9 nouvelles infrastructures urbaines du lot 1 de la ville est estimé à 32 milliards de francs CFA. Fraternité de rapporter la ministre qui explique qu'à Cotonou, nous sommes passés de 1600 places à 6675 places. Dès 2025, nous allons ouvrir notre pool commercial du stade général Mathieu Kérékou, où nous allons accueillir les produits nobles issus du grand marché d'Antokpa, notamment les tissus, les bijoux et les produits cosmétiques. Et selon le journal, un peu après 2026, Dantokpa va déménager à Kassato pour le plus grand marché régional, le premier marché aux standards internationaux. Au plus tard, le 31 décembre, tous les marchés seront ouverts, à commencer par celui de Natitengu, qui occupe 5000 places, a fait savoir la ministre du Commerce et de l'Industrie. Cette concrétisation, selon la ministre,
vient mettre fin à certaines incommodités jadis vécues dans les marchés. La nation s'est intéressée à la tournée gouvernementale de reddition des comptes pour écrire que tout change et tout évolue à Cotonou à grande vitesse, d'Agla à la Lisière, d'Agblanganda à Semekboji, passant par Zongo, Akpakpa et consorts. Cotonou est devenue une ville rayonnante, une cité prospère. Les projets d'asphaltage, d'assainissement et de construction ou réhabilitation de routes, de monuments et statues, initiés depuis 2016 par le gouvernement du président Patrice Talon, illuminent la ville et ses habitants en sont fiers. La tournée gouvernementale a été l'occasion pour le collège de ministres, les députés, le préfet du littoral, les élus communaux et autorités à divers niveaux de rappeler les nombreuses réalisations du gouvernement dans la ville et au Bénin en général, depuis la cession du chef de l'État à la magistrature suprême. Dans sa publication du vendredi, la nation s'est intéressée au pipeline Bénin-Niger et informait qu'il y a eu des arrestations sur la plateforme pétrolière de Semekboji. Pour Fraternité, c'est un nouvel épisode qui s'ouvre avec des arrestations du nouveau dans la crise entre le Bénin et le Niger au lendemain de la levée totale du blocus pour le chargement du pétrole nigérien. Un nouvel épisode a surgi. Le Bénin accuse le Niger d'atteinte à la sûreté de l'État après avoir surpris des agents au service des autorités de la transition du Niger en situation d'infraction sur le site de la station terminale de Wapco Bénin à Semekboji. En effet, selon les déclarations du procureur de la République, ces ressortissants nigériens au nombre de 5 s'y sont introduits. Cette accusation de la partie béninoise vient comme une réponse à celle des autorités nigériennes qui avaient également accusé le Bénin d'abriter des terroristes auteurs d'une récente attaque meurtrière dans le pays. Et déjà le jeudi, Fraternité relevait que le Bénin lève complètement son blocus sur le pétrole nigérien et a donné toutes les autorisations nécessaires à la société chinoise WAPCO pour les opérations de chargement du pétrole brut nigérien depuis le terminal de Semekboji. Pour le journal, le Bénin démontre sa bonne foi vis-à-vis des engagements pris en levant complètement son blocus et en autorisant les opérations de chargement du pétrole brut nigérien. Le Télégramme constatait que l'acte de Cotonou intervient un mois après que le Bénin ait bloqué un chargement du liquide au niveau du terminal de Semekboji. Le président de la République avait avancé que le Niger faisait dans l'informel parce que les autorités nigériennes n'ont pas saisi officiellement celle du Bénin pour informer du chargement. Elles ont préféré laisser le soin de le faire à la société chinoise en charge de l'exportation du pétrole brut. Quelques jours après, le Bénin a autorisé le chargement du premier navire éliminatoire Coupe du Monde 2026. Visa Info indiquait que grâce à un but de Dodo Doku marqué à la 37e minute de jeu, les Guépards du Bénin ont pris le dessus sur les Amavubi du Rwanda au stade Félicia d'Abidjan dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Alors, dernier de ce groupe C avec 1 point, les Guépards du Bénin rattrapent les Amavubi au classement en attendant les autres rencontres de cette 3e journée. Une victoire 1-0 qui met fin à une série de disettes du 11 béninois qui n'a plus gagné de match depuis 2 ans. Enfin, le Bénin gagne après 26 mois de disette, s'exclamait Fraternité, qui notait que la victoire est arrivée au bon moment car elle relance les Guépards dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Steve Mounier et ses coéquipiers ont réussi à s'imposer face au leader du groupe C, le Rwanda, dans un duel des suprématies. Ils ont remporté la bataille face au Guêpes grâce à l'unique réalisation du jeune Dodo Doku à la première période. Sportboul avec Visa Info qui rapportait que le Maroc est sous les projecteurs et ceci jusqu'au 9 juin dans le cadre des 9e championnats d'Afrique de pétanque Marrakech 2024. Lors de la cérémonie d'ouverture empreinte de solennité qui s'est déroulée le jeudi 6 juin 2024 dans le Palais des Sports de Marrakech, les efforts du président de la Confédération africaine des sports boules, l'honorable Idrissou Ibrahima, ont été reconnus
et salué par le royaume chérifien, artisan de l'enracinement de la pétanque sur le continent africain, il avait fait preuve d'un leadership éclairé pour que le Maroc puisse abriter cette 9e édition. C'était la revue de presse hebdomadaire. Merci de l'avoir suivi. En juin, seulement avec Canal+. À la Black Mafia Family. Magnifique. Parcours immense. Je pensais que t'étais mort, mon frère. C'est un miracle. Waouh, tu es carrément une légende. À la guerre. Comme à la guerre. Une Ligue des Champions admirable. Des pilotes virtuels dans des vraies voitures. On a le droit d'avoir peur. La patrouille, vite. Tu dois avoir la foi. Qui va remporter la Copa América? Et le gagnant est... Top là. À très vite. 100% de toutes vos envies avec Canal+. Et pour ne rien manquer de tous ces programmes, on vous offre 30 jours. Oui, 30 jours à tout Canal+, pour tout réabonnement à votre formule. En juin, seulement avec Canal+. À la Black Mafia Family. Magnifique. Parcours immense. Je pensais que t'étais mort, mon frère. C'est un miracle. Waouh, tu es carrément une légende. À la guerre. Comme à la guerre. Une Ligue des Champions admirable. Des pilotes virtuels dans des vraies voitures. On a le droit d'avoir peur. La patrouille, vite. Tu dois avoir la foi. Qui va remporter la Copa América? Et le gagnant est... Top là. À très vite. 100% de toutes vos envies avec Canal+. Et pour ne rien manquer de tous ces programmes, on vous offre 30 jours. Oui, 30 jours à tout Canal+, pour tout réabonnement à votre formule. En juin, seulement avec Canal+. À la Black Mafia Family. Magnifique. Parcours immense. Je pensais que t'étais mort, mon frère. C'est un miracle. Waouh, tu es carrément une légende. À la guerre. Comme à la guerre. Une Ligue des Champions admirable. Des pilotes virtuels dans des vraies voitures. On a le droit d'avoir peur. La patrouille, vite. Tu dois avoir la foi. Qui va remporter la Copa América? Et le gagnant est... Top là. À très vite. 100% de toutes vos envies avec Canal+. Et pour ne rien manquer de tous ces programmes, on vous offre 30 jours. Oui, 30 jours à tout Canal+, pour tout réabonnement à votre formule. En juin, seulement avec Canal+. À la Black Mafia Family. Magnifique. Parcours immense. Je pensais que t'étais mort, mon frère. C'est un miracle. Waouh, tu es carrément une légende. À la guerre. Comme à la guerre. Une Ligue des Champions admirable. Des pilotes virtuels dans des vraies voitures. On a le droit d'avoir peur. La patrouille, vite. Tu dois avoir la foi. Qui va remporter la Copa América? Et le gagnant est... Top là. À très vite. 100% de toutes vos envies avec Canal+. Et pour ne rien manquer de tous ces programmes, on vous offre 30 jours. Oui, 30 jours à tout Canal+, pour tout réabonnement à votre formule. En juin, seulement avec Canal+. À la Black Mafia Family. Magnifique. Parcours immense. Je pensais que t'étais mort, mon frère. C'est un miracle. Waouh, tu es carrément une légende. À la guerre. Comme à la guerre. Une Ligue des Champions admirable. Des pilotes virtuels dans des vraies voitures. On a le droit d'avoir peur. La patrouille, vite. Tu dois avoir la foi. Qui va remporter la Copa América? Et le gagnant est... Top là. À très vite. 100% de toutes vos envies avec Canal+. Et pour ne rien manquer de tous ces programmes, on vous offre 30 jours. Oui, 30 jours à tout Canal+, pour tout réabonnement à votre formule. En juin, seulement avec Canal+. À la Black Mafia Family. Magnifique. Parcours immense. Je pensais que t'étais mort, mon frère. C'est un miracle. Waouh, tu es carrément une légende. À la guerre. Comme à la guerre. Une Ligue des Champions admirable. Des pilotes virtuels dans des vraies voitures. On a le droit d'avoir peur. La patrouille, vite. Tu dois avoir la foi.
Qui va remporter la Copa América? Et le gagnant est... À très vite. 100% de toutes vos envies avec Canal+. Et pour ne rien manquer de tous ces programmes, on vous offre 30 jours. Oui, 30 jours à tout Canal+, pour tout réabonnement à votre formule. En juin, seulement avec Canal+. À la Black Mafia Family. Magnifique. Parcours immense. Je pensais que t'étais mort, mon frère. C'est un miracle. Waouh, tu es carrément une légende. À la guerre. Comme à la guerre. Une Ligue des Champions admirable. Des pilotes virtuels dans des vraies voitures. On a le droit d'avoir peur. Y'a pas de patrouille, vite. Tu dois avoir la foi. Qui va remporter la Copa América? Et le gagnant est... À très vite. 100% de toutes vos envies avec Canal+. Et pour ne rien manquer de tous ces programmes, on vous offre 30 jours. Oui, 30 jours à tout Canal+, pour tout réabonnement à votre formule. En juin, seulement avec Canal+. À la Black Mafia Family. Magnifique. Parcours immense. Je pensais que t'étais mort, mon frère. C'est un miracle. Waouh, tu es carrément une légende. À la guerre. Comme à la guerre. Une Ligue des Champions admirable. Des pilotes virtuels dans des vraies voitures. On a le droit d'avoir peur. Y'a pas de patrouille, vite. Tu dois avoir la foi. Qui va remporter la Copa América? Et le gagnant est... À très vite. 100% de toutes vos envies avec Canal+. Et pour ne rien manquer de tous ces programmes, on vous offre 30 jours. Oui, 30 jours à tout Canal+, pour tout réabonnement à votre formule. En juin, seulement avec Canal+. À la Black Mafia Family. Magnifique. Parcours immense. Je pensais que t'étais mort, mon frère. C'est un miracle. Waouh, tu es carrément une légende. À la guerre. Comme à la guerre. Une Ligue des Champions admirable. Des pilotes virtuels dans des vraies voitures. On a le droit d'avoir peur. Y'a pas de patrouille, vite. Tu dois avoir la foi. Qui va remporter la Copa América? Et le gagnant est... À très vite. 100% de toutes vos envies avec Canal+. Et pour ne rien manquer de tous ces programmes, on vous offre 30 jours. Oui, 30 jours à tout Canal+, pour tout réabonnement à votre formule. C'était à l'instant la revue de presse hebdomadaire de Asyongmo Kanyi Asyongmo que nous allons retrouver sans doute dimanche prochain avec d'autres informations. En plateau pour le décryptage de l'actualité nationale, il est déjà là. Gabin Goubi, bonjour. Bonjour Idriss Boukari et bonjour aux téléspectateurs. Rédacteur en chef du quotidien Le Matin, merci d'être avec nous. On va commencer avec cette actualité qui vient, on va dire, raviver la tension entre le Bénin et le Niger, alors que Cotonou joue la carte d'apaisement depuis quelques semaines. 5 Nigériens ont été interpellés sur la plateforme de Semen Podji. Quelle lecture faites-vous de ce nouvel élément donc, de l'actualité entre le Bénin et le Niger? Évidemment, c'est un nouvel épisode dans le sulfureux feuilleton lié à la crise qui prévaut donc entre le Bénin et le Niger. Et moi, je trouve que c'est quand même pas bien qu'au moment où l'on cherche à trouver des issues ou une porte de sortie pour normaliser les relations entre les deux pays, il y a encore ce fait. Ces agissements qui viennent un peu compromettre l'aboutissement ou le rétablissement des choses entre les deux pays. C'est vrai, c'est la déclaration du procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme qui nous a livré cela. Ça paraît bizarre que le Niger, en dépit de tout ce qu'il y a eu comme antécédent de cette situation liée, n'est-ce pas, au blocus qui a été imposé par le Bénin sur les embarcations, les embarquements au niveau de la plateforme pétrolière de Semen Podji, que le Niger continue de passer outre les dispositions réglementaires et de vouloir passer par des moyens détournés pour échanger avec les autorités, parce que cela ne se comprend pas et que l'on veuille passer par le partenaire privé qui est WAPCO pour gérer un peu les relations liées
à la plateforme ou les relations entre États tout simplement. Oui. Parce que si je m'en tiens à la réplique apportée par le ministre nigérien du pétrole et son homologue de la justice, c'est comme si c'est des gens qui sont régulièrement venus et ils ont même fait les formalités, alors que le procureur dans sa déclaration a clairement dit qu'ils ont contourné le dispositif d'entrée et ils n'ont pas pris par l'entrée officielle. Donc franchement, je pense qu'on s'embrouille un peu. On n'arrive pas à se situer par rapport à celui qui est en train de dire la vérité dans cette situation-là. Vivement que l'on ramène la balle à terre, parce que du côté du Niger, on ne veut faire aucune concession. Et fort modestement, le Bénin quand même a fait plusieurs démarches au plan diplomatique pour pouvoir amener les autorités du Niger à reconsidérer leur position par rapport à la normalisation des relations. Franchement, que nous sortions, n'est-ce pas, de toute cette situation-là pour parvenir à sceller, et comme on le faisait avant, les relations entre les deux pays. Et cela ne ferait que conforter, n'est-ce pas, les intérêts des deux peuples. Et quelles pourraient être éventuellement les intentions de ces Nigériens sur la plateforme de ce même projet? Non, ils ont dit que c'est des ingénieurs qui ont été envoyés. Il paraît qu'il y a que c'est les employés de WAPCO au Niger, alors que le procureur estime qu'il y a dans le lot 2 éléments du CNSP. Franchement, moi, ça dit qu'on ne sait pas celui qui dit vrai, que WAPCO aussi monte au créneau quand même pour venir clarifier comment cela s'est passé. D'autant plus que la directrice générale adjointe même de WAPCO est dans le coup, à ce qu'il paraît. Pour toujours est-il que ces personnes sont toujours gardées entre les mains, n'est-ce pas, des autorités de la justice béninoise. On attend de voir. Mais moi, je me dis que le Niger doit quand même se prendre un peu plus au sérieux, parce que cette situation traduit, de mon point de vue, l'inorganisation de cette junte qui s'est établie au pouvoir. Ça montre une certaine incurie, parce qu'on se demande mais comment des autorités d'un pays, même si vous êtes en conflit, même si vous ne vous entendez pas, étant donné que vos intérêts sont au Bénin, vous devez quand même avoir un peu d'égard envers les autorités du pays qui, quand même, le Bénin reste, quoi qu'on dise, un État souverain. Et jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons jamais déclaré la guerre entre nous. Au-delà de cette situation liée au coup d'État, je pense qu'on doit reconsidérer un peu les nouvelles donnes, même si on a des griefs contre le Bénin. Il faut reconnaître que le Bénin a été également le pays qui a pris le lead en matière de plaidoyer apporté au niveau de la CEDEAO pour que les sanctions qui étaient entre-temps imposées au Niger soient levées. Donc on doit considérer tout cela, et les importateurs, que ce soit du Bénin, du Niger, on perd énormément dans cette situation. C'est vrai, notre port a d'énormes difficultés, et puis ceux qui faisaient les transactions via ce trafic-là, même si on a trouvé une issue avec le Nigeria, je pense que cela ne règle pas totalement le problème. Donc du côté du Niger également, les gens souffrent, parce qu'il va falloir transiter les produits par le port de Lomé, ce qui revient excessivement plus cher. Donc l'un comme dans l'autre, il faudrait qu'on voie dans la balance et qu'on se préoccupe véritablement des intérêts des peuples, plutôt que on doit transcender les égos, de mon point de vue. Et puis Niamey ne s'est pas fait prier pour réagir. Nous avons suivi des réactions, des mises en garde, et puis même les menaces de rompre le projet avec le Bénin. Est-ce qu'on veut privilégier l'orgueil? Oui, c'est l'ego, c'est une question de la situation des populations. Moi, je me dis, quelle que soit la situation liée aux mésententes, aux dissensions, aux divergences d'approche par rapport à la gestion de la plateforme de Samapoji, on doit quand même voir l'intérêt des deux peuples. Qu'est-ce que le Niger gagne? Qu'est-ce que le Bénin gagne? Bon, ce qui est sûr, les deux pays perdent quand même dans cette situation-là. Donc, trouvons quand même la formule. Même si j'apprends aujourd'hui que le Niger veut aller du côté de Lomé, on envisage de faire passer les tuyaux par des voies détournées pour quand même que le port de Lomé revienne. Mais dans tout ça, moi, je plains un peu la société partenaire commun des deux pays qui est WAPCO. Parce que c'est cette société qui paye beaucoup d'argent et a pris même des engagements au plan international. Donc, le Niger n'a qu'à voir un peu comment il faut œuvrer pour respecter, parce que l'on s'accuse mutuellement de ne pas respecter les clauses du contrat. Le Niger accuse le Bénin également accuse le Niger d'avoir... moi je trouve qu'il faut sortir de ce bourbier-là pour permettre aux deux États, n'est-ce pas, de revenir, au moins de sauvegarder les intérêts du partenaire commun, parce que quoi qu'on dise, on a besoin, n'est-ce pas, des investissements chez nous, et WAPCO, c'est des intérêts pour les deux pays. Les Béninois
il y a une frange importante de Béninois qui travaillent là-bas. Il y a également assez de Nigériens qui sont au niveau qui travaillent au sein de cette société-là. Donc on n'a qu'à voir un peu tout cela pour amener la balle à terre et normaliser les relations entre les deux pays, pour crédibiliser également l'engagement et la signature de la société WAPO au plan international. Et puis on constate que c'est un dialogue de sourds entre le Bénin et le Niger. Les responsables de la CEDEAO, le président Tinubu, le président Alassane Ouattara, qui ont pris le devant. Donc quand il s'agissait de sanctionner le Niger, pourquoi ne disent-ils rien alors? Ça paraît bizarre. Même il y a au-delà de ces personnes là des médiateurs, même des gens de chez nous qui quand même pourraient mener les démarches pour parvenir à normaliser les relations. C'est pourquoi moi je me dis il y a peut-être un problème d'ego. Le Bénin n'a peut-être pas épuisé toutes ses cartes diplomatiques pour parvenir à la résolution de cette crise. Mais des efforts, il y a beaucoup d'efforts, il y a beaucoup de démarches qui ont été menées. Moi j'ai vu le ministre béninois des Affaires étrangères faire le tour entre Niamey et Cotonou, passer par des voies même non officielles pour amener les autorités nigériennes à revoir leur position par rapport à cette question de fermeture des frontières. Maintenant, au niveau de la CEDEAO, vous avez parlé de Bola Ahmed Tinubu. C'est là on comprend un peu l'incohérence de la démarche du Niger, parce que le Niger a déjà rouvert ses frontières avec le Nigeria, même si le président en exercice de la CEDEAO, Ahmed Tinubu, a, tout comme le président Patrice Talon et d'autres chefs d'État de la sous-région, vertement condamné ce coup d'État qui est intervenu. Donc je me dis peut-être il y a un problème entre le Niger et le Nigeria. Exactement, la frontière a été rouverte de ce côté-là, et bien les transactions, la circulation des personnes et des biens, il n'y a aucun problème par rapport à cela. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on veut mettre le Bénin devant, même si on se prévaut d'une imaginaire présence des forces militaires françaises au Bénin? Moi je ne trouve pas que moi je trouve juste que c'est un alibi pour maintenir les frontières fermées et pour ne pas parvenir à la normalisation des relations. J'ai comme impression qu'il y a des non-dits dans cette guerre-là, qu'il y a peut-être des problèmes personnels à régler, peut-être, je ne sais pas si entre le général Abdourahmane Tiani et le président Patrice Talon. Toujours est-il qu'il ne devrait pas, même s'il y a des querelles, des choses qu'on cache aux deux peuples, il va falloir transcender tout cela et voir un peu ce que les populations endurent dans cette situation. D'accord. Et puis à l'occasion de sa visite de travail au Brésil, le président Patrice Talon a pris des engagements. Il va octroyer la nationalité béninoise aux afro-descendants. Sur le sujet, l'opposition parlementaire demande des explications au gouvernement. Comment appréciez-vous la démarche? Non, mais l'opposition est dans son rôle. L'opposition est dans son rôle. Vous savez, le rôle de l'opposition n'est pas seulement de voter les lois, mais c'est d'œuvrer également à contrôler l'action du gouvernement. Donc si le gouvernement prend des engagements au nom de l'État qui nous appartient à nous tous, si le gouvernement prend des décisions ou envisage des options qui concernent quand même l'ensemble, qui engagent même la signature de toute la nation, eh bien les députés sont en droit d'interpeller le gouvernement pour savoir un peu ce qui a guidé à la prise de cette décision-là, ce qui a sous-tendu cette annonce. Maintenant, les députés devraient quand même comprendre que même il y a un conseil des ministres. C'est un projet de loi. Est-ce qu'il fallait attendre que le projet d'abord soit élaboré, transmis à l'Assemblée nationale, peut-être avant de se poser des questions sur son contenu? Oui, bon, ils sont dans leur démarche. Dans tous les cas, il y a le projet de loi qui est intervenu quelques jours avant même le voyage du président et sa délégation au Brésil, où il a fait l'annonce. Bon, il aurait peut-être pu attendre que les députés votent d'abord ce projet de loi-là avant de faire l'annonce. Mais il faut comprendre aujourd'hui que le président n'a jamais caché, il n'a pas fait de mystère sur sa volonté d'ouvrir le Bénin au monde et de permettre à nos parents qui ont quitté le pays par le moyen de l'esclavage, qui ont été vendus aux colons et qui se sont retrouvés dispersés partout un peu dans le monde, de revenir sur leur terre, de retrouver leur identité culturelle. Donc c'est un engagement qu'il a pris et c'est une politique qu'il a déclinée et il n'a jamais caché, même lors des Vodou Days. Vous avez vu justement, est-ce que c'est ce qui nous a inspiré? Oui, mais en fait, la culture du Bénin, le président l'a dit, il faut révéler. Nous avons une identité, notre identité culturelle, eh bien, c'est le vaudou. Et le chef de l'État l'a dit, il faudrait que ceux qui se sentent même étrangers dans leur pays, parce qu'il y en a qui sont des descendants d'esclaves qui sont venus du Bénin. Et même quand le président est parti au Brésil, il paraît qu'il a découvert un temple là qui est dédié à la mère du roi Guézo, si j'ai bonne mémoire. Dans tous les cas, il y a un pan
de notre histoire au Brésil. Et donc, s'il annonce au Brésil que nos frères, nos aïeux qui ont fait des enfants et qui, dans la génération, continuent de résider là-bas, s'il leur fait rappel de revenir au pays parce que leur identité réelle est ici, eh bien, ce n'est pas une mauvaise chose en tant que telle. Maintenant, les députés sont également dans leur rôle de savoir qu'est-ce qui a guidé à la prise de cette décision-là, d'autant plus qu'au pays déjà, nous avons assez de problèmes pour gérer un peu la population, ce que nous sommes, mais toujours est-il qu'un pays ne peut jamais vivre en autarcie. Et l'option de s'ouvrir au monde et de permettre à nos frères de reconquérir leur identité culturelle participe également du programme d'action du gouvernement. Et je pense que c'est un pan qui est en train d'être concrétisé. D'accord. Autre sujet avec vous, Gabin Goubi, très rapidement. Élection des représentants des médias au sein de la Sénat. Le scrutin est en cours. Quelles sont les dernières nouvelles? Oui, non, on n'a pas de nouvelles. Je pense qu'on attend tous 16 heures ou 17 heures au plus pour avoir un peu les premières tendances par rapport à ces élections-là. Globalement, moi, j'ai aimé l'ambiance dans laquelle la campagne s'est déroulée. Je pense que nous sommes une famille. La plupart d'entre nous, on se connaît. On connaît qui sont les candidats qui sont en lice et on va œuvrer à ce que le meilleur gagne. Moi, je prie pour que les professionnels des médias soient éclairés pour faire le meilleur choix, même si par rapport à ce qu'ils peuvent réellement apporter à la corporation, on reste un peu sur nos attentes. Parce que, quoi qu'on dise, les professionnels des médias ne sont pas minoritaires au sein de l'institution, ce qui ne leur donne pas assez de marge de manœuvre pour faire bouger les lignes et œuvrer véritablement à l'épanouissement ou à l'éclosion des entreprises de presse au Bénin. Donc, depuis que le président Patrice Talon est là, malheureusement, nous sommes pratiquement considérés comme l'un des enfants pauvres du régime, parce que nous n'avons, il faut le dire ici, nous n'avons pas bénéficié un peu des faveurs de ce régime-là. Et peut-être c'est un plaidoyer que je fais depuis votre plateau ici, parce que depuis quand même 8 ans, Talon n'est pas journaliste. Il n'est pas journaliste, les journalistes sont partis de la population. Il est entouré par les journalistes qui connaissent bien peut-être on va pas leur jeter la pierre aussi, parce qu'on ne sait pas, on ne peut pas savoir ce qu'ils font dans l'ombre, mais toujours est-il qu'on a comme l'impression qu'on est une corporation délaissée. Nous n'avons plus accès aujourd'hui à l'aide de l'État à la presse. Les artistes en bénéficient, les clubs de différentes disciplines de sport en bénéficient. Donc, il y a le financement public, les partis politiques. On est là, les partis politiques, même tout le monde. Bon, nous on est là depuis 8 ans, on n'a plus d'accès à l'aide de l'État à la presse. Et plus grave encore, on ne nous donne même pas la possibilité de faire des contrats avec les entreprises, les institutions publiques. C'est un peu difficile pour nous de vivre un jour. On ne compte plus aujourd'hui le nombre d'organes de presse ou de médias qui ont fermé depuis que le pouvoir est là. Ce n'est pas forcément bon pour le bilan du régime. Et je plaide ici depuis votre plateau pour que la prochaine mandature de la HAC soit celle qui va véritablement sonner le renouveau de cette corporation-là, et que le président jette également un regard sur les conclusions des réformes qui ont été déposées et qui, selon les informations qui nous ont livrées, sont sur sa table. Donc on attend véritablement ce qu'il va faire pour que le rehaussement social impacte également l'univers des professionnels des médias au Bénin. Gabin Goubi, rédacteur en chef du quotidien Le Matin, merci pour ce regard sur l'actualité. On se retrouve dans quelques semaines. Très bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, on va finir avec notre dernier rendez-vous. C'est avec notre artiste de la semaine qu'on va installer avec ce morceau. Il y a pas moyen, mon ami, c'est mon golo-golo. C'est mon golo-golo. C'est le marché, mon ami, c'est mon golo-golo. C'est mon golo-golo. C'est mon golo-golo. 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 C'est mon golo-golo. C'est mon golo-golo. 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 C'est mon golo-golo. Nous n'est pas wedding. Voilà, ben, il y a ma capi pour n'aller dire qui est. Cosa nous vivo. Nous n'est pas wedding. Voilà, ben, il y a ma capi pour n'aller dire qui est. Je te dis, ce n'est pas comme ça. Tu peux demander jusqu'à Congo. Voilà, mon ami est belle. Je te jure que ça, c'est mon godongodo. Cosa nous vivo. Nous n'est pas wedding. Voilà, ben,
rien, ma gagné bon allez diarrhée. Il y a pas moyen, mon ami c'est mon golo golo. C'est mon golo golo. C'est le marché, mon ami c'est mon golo golo. C'est mon golo golo. C'est mon golo golo. Golo golo. Golo golo. C'est mon golo golo. C'est mon golo golo. Golo golo. Golo golo. C'est mon golo golo. Il y a pas moyen, mon ami c'est mon golo golo. C'est le marché, mon ami c'est mon golo golo. C'est mon golo golo. Golo golo. Golo golo. C'est mon golo golo. Golo golo. Golo golo. Hey mon ami, c'est l'argent d'ordi mon ami. Tu vois ma marchandise mon ami. Y'a pas bénéfice mon ami. Ton petit descend, descend, descend. Ça c'est dans comme ça, comme ça, comme ça. Ne débat pas trop. Ne débat ouais, ne débat pas trop. Morceau signé et merci notre artiste de la semaine qui est avec nous sur le plateau du grand format de ce dimanche. Bonjour. Bonjour. Alors bonne arrivée, comment vous vous portez Merci, ça va bien. Moi je vais bien et vous? Oui, ça va, ça Super. va. Et merci, j'imagine que c'est la décomposition sans doute de vos noms et prénoms. Ouais. Expliquez-nous tout ça. Alors Emersir, c'est la décomposition de deux prénoms, Cyrus et Émeric. Donc j'ai pris les deux préfixes Émeric, Émer et Cyr de Cyrus. Voilà. Donc Emersir. Voilà. Bienvenue sur le plateau du grand format. C'est un plaisir. Déjà à l'âge de 3 ans, grâce à votre mère, actrice, comédienne et danseuse traditionnelle, vous avez commencé à découvrir ce que c'est que la musique. La musique. Que savez-vous de la musique à l'époque? Bon, la musique, moi je voyais pas ça comme, je voyais ça comme... Un jeu, Oui, un jeu, bon, parce que déjà après je me dis, c'est quelque chose que les gens ils font pour passer peut-être un message. Bon, enfin, je comprenais pas bien la chose, mais quand même j'avais un peu les cadences dans le corps. Oui. Donc quand je vois c'était mes oncles qui le faisaient, donc quand je les vois, je me disais, ah ouais, tout comme parce que maman elle danse. Donc quand je les vois, je me dis, ah non, un jour moi aussi je dois faire ce truc-là. Donc c'est comme ça que j'ai commencé doucement à m'intéresser à la chose et voilà, c'est devenu puis, le quotidien. À 3 ans, quand on commence à jouer de petites rythmiques, de percussions, pendant que l'oncle lui joue la guitare, est-ce qu'on a conscience de ce qu'on faisait? Honnêtement non, hein. Honnêtement non, parce que même aujourd'hui quand je me rappelle, quand ma maman elle me dit, avant quand tu étais petit, tu faisais ci, tu faisais ça. Je dis, hey, mais j'étais comme moi et je faisais ça là même. Et bizarrement, je m'en rends compte aujourd'hui parce que je côtoie aussi d'autres enfants qui font pareil à l'âge de 2 ans, qui sont dans le temps, quand ils veulent faire certains trucs, tu peux leur donner de petits trucs à jouer et ils peuvent le faire dans le temps. Donc je me suis dit, ah ouais, si c'est ça, donc c'est fort probable que j'ai eu à le faire en fait. D'accord. Et puis l'oncle à qui nous rendons hommage sur ce plateau, c'est bien MC Bizarre. MC Bizarre, du groupe Aglosamond. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous avez appris de lui? Ah, énormément, hein, énormément, parce que à l'époque c'était je vais dire idoles entre griffes en fait, parce que c'était les gens que nous on suivait. Nous il y avait encore, on ne savait pas comment il faut faire pour sortir à la télé, comment est-ce qu'il faut chanter, comment est-ce qu'on fait, ça sort sur un CD, tout ça on ne savait pas. Donc c'était des gens qui étaient vraiment des références. C'était vraiment des gens que déjà j'aimais ce qu'ils faisaient en tant que petit, et c'était mes artistes préférés en plus, donc c'est passé très vite en fait. D'accord. Et puis entre une mère, actrice, comédienne, danseuse, et un oncle qui dompte, on va dire, la guitare, alors comment, c'est une somme d'expérience sans doute, comment vous avez pu l'adapter à vos ambitions? Bon, moi je veux dire, c'est devenu une habitude, c'est devenu un quotidien en fait, parce que c'est pas quelque chose qui est prévisible pour moi. C'est quelque chose que je suis venu voir et c'est bon, ça s'est imprégné à ma vie en fait. Donc c'est devenu un quotidien de chaque jour me réveiller, toucher des mélodies, toucher d'un instrument, des trucs comme ça. C'est pas prévisible en fait. D'accord. Et puis à l'âge de 7 ans, vous intégrez la chorale junior de l'église du Christianisme céleste de Kadiaou, c'est à Cotonou. Ouais. Là, vous jouez, vous étiez présent sur les scènes de concerts live. Est-ce que l'église a été pour vous en quelque sorte comme une école?
Oui, je peux dire. Franchement, l'église, ça m'a beaucoup aidé parce que ici, à l'époque, on n'avait pas des écoles de musique. Donc, on avait l'église au moins qui nous permettait de côtoyer beaucoup plus les instruments, de vraiment toucher à la chose de la musique et de rester en contact avec. Donc, moi, c'est là que vraiment je me suis découvert. C'est là que je me suis rendu compte que j'ai un potentiel que je peux développer. Bon, ça s'est développé tout seul aussi, parce que voilà, il y avait des maîtres de chœur, on avait des gens qui nous encadraient, qui nous donnaient des morceaux peut-être qui sont compliqués à faire par rapport à notre niveau. Et moi, j'aimais les défis, donc je faisais à chaque fois en fait. Et de la percussion, vous enchaînez avec la batterie. Cette fois-ci, c'était à l'église catholique Sainte Trinité de Kwazunto. Exactement. D'accord. Ouais. D'une église à une autre, pourquoi? Bon, d'une église à une autre parce que déjà, moi, mon père, il est céleste. Il était céleste, paix à son âme. Et ma mère, elle est catholique. Donc, j'avais, à un moment donné, ils étaient plus ensemble. Donc, j'ai quitté chez mon père pour venir m'installer chez ma mère. Donc, c'est de là que je suis rentré dans l'église catholique quand je suis venu chez ma mère. Ok. On va dire que Emercy a véritablement démarré sa carrière musicale après avoir scellé cette collaboration avec le label Black Book de Mastercard, avec qui vous avez même chanté. On va suivre le morceau dans quelques instants. Quels sont les différents morceaux que vous avez enregistrés ensemble? À l'époque, c'était vraiment... On a fait beaucoup de choses qui, malheureusement, n'ont pas vu le jour. Aujourd'hui, ça fait un peu mal parce qu'il y a eu des choses que j'ai eu à écouter encore dernièrement qui m'ont fait un peu froid. Parce que, en fait, on a enregistré un album au nom du label, mais à l'époque, on maîtrisait pas bien, on n'avait pas d'accompagnement, on maîtrisait pas bien comment promouvoir nos trucs, comment faire découvrir à plus d'audience. Donc, on essayait de faire à notre manière. Bon, voilà, ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. Mastercard, il est ce qu'il est et voilà quoi. D'accord. Et puis, le groupe Les Wings, qui est né en 2016 grâce à vous et à Rim Duduc, votre cousin. Quel était l'objectif du groupe? Bon, l'objectif du groupe était déjà de s'aider, c'est-à-dire de s'aider à aller de l'avant, parce que Rim Duc, lui, il est passionné de la musique aussi, tout comme moi, mais on s'est dit, voilà, si toi tu rentres, moi je suis beatmaker, donc si moi je fais les beats et que toi on chante ensemble, je pense que ça peut vite avancer les choses, et on a commencé par investir à deux. Donc, ça a permis au moins de se donner de la force pour au moins pousser notre musique à un niveau avant que chacun ne se lance en solo maintenant. Et puis, vous avez fait plusieurs singles ensemble. Bien sûr, bien sûr. Godo Godo que nous avons suivi tout à l'heure. Exactement. C'était en 2017, la sortie de ce morceau. De quoi parle le morceau? Bon, Godo Godo, ça parle des travailleurs. Ceux-là qui, je ne sais pas comment je vais les appeler, bon, je peux dire les Haoussa ou les gens du Niger, mais ça parle en gros aux commerçants. On s'est inspiré du fait que souvent quand on veut acheter une petite ampoule au bord de la voie, là, quand tu pars, tu demandes c'est combien, le gars il sait très bien que c'est 1000 francs ou 1500, puis il te dit il envoie 4000. Tu vois, donc tu fais non, mais c'est pas sérieux. Là, tu lui dis non, bah peut-être moi j'ai 1000 francs. Il te dit hey, c'est l'argent, mon ami. Mais Godo Godo, là, c'est 1500, tu vois. Donc, on s'est inspiré de ça pour rendre hommage aux travailleurs parce qu'on s'est dit que c'est pas aussi facile d'être entrepreneur. Donc, comme on a l'habitude de chanter des trucs qu'on vit, c'était venu, Rim Duc, il est venu à la maison. Il voulait me blaguer un peu là, il faisait il n'y a pas moyen, mon ami, c'est mon Godo Godo. C'est de là qu'on a essayé de travailler ce morceau là. Et puis nous avons connu d'autres morceaux que vous avez signés ensemble, Love Ache, et puis Inside également. Mais tout est en audio actuellement. À quand la vidéo? Bien sûr, en fait, bon, je vais dire, ça peut venir à tout moment, mais pour le moment c'est en pause parce que les clips, à l'époque aussi, c'était pas parce qu'on n'avait pas de producteur, on était en indépendant.
Donc c'était un peu difficile de faire tout seul. Tu vas faire le son, faire le clip, payer les danseurs, payer la location des trucs. Il y a beaucoup de choses qui vont autour, et aussi la promotion, c'est pas facile. Donc on est allé à notre rythme, on n'a pas voulu presser les choses, on a fait selon nos moyens. On a fait le premier clip qui était bien. Après, on a montré aux gens en fait qu'on a des morceaux, mais qu'on n'avait pas les moyens de pouvoir posséder. Après, on s'est dit aussi, il faut qu'on essaye de faire petit à petit. Mais bon, il y a eu beaucoup de facteurs aussi qui ont affecté un peu la conduite des choses. Hein. Donc, ce qui a fait que, bon, voilà, ça a donné ce que ça a donné. Depuis, là, tout est en pause d'abord. Erasco avec Mastercad. Ouais. Mais au moins, le projet aboutit à ce niveau avec un joli clip. Bien sûr. Ça, c'est franchement... J'en profite pour dire merci à ces gens-là qui aiment ce qu'on fait. Parce que, comment ça s'est passé à l'époque? Moi, j'étais dans le label avec Mastercad. Et on avait le grand frère Erasco qui est déjà un aîné dans le domaine. Avec son morceau Ono que on écoutait à l'époque là. Donc il est venu dans le label, il a dit au studio, il a dit voilà les gars, j'ai envie de faire un son avec vous, et votre petit qui a la voix là, j'ai envie d'essayer un truc avec lui. Donc c'est de là que à l'époque c'était Mastercad qui était beatmaker. Donc moi j'étais derrière en mode assistant et tout. Donc c'est là que il a fait le beat et j'ai inspiré le refrain. Et puis le grand frère, il est monté en rap, et voilà. Et là, c'est lui qui a dépensé. Il a vraiment, ça a été un des événements qui m'ont marqué dans ma carrière aussi, parce que il a dépensé, et dans le même temps, comme Dieu sait faire ces choses, on est tombé sur un réalisateur du nom de... Aujourd'hui, bon, en tout cas, je profite pour faire un gros coucou à Monsieur Samba, celui qui a le directeur de chez Rosine Movie. Voilà, c'est lui qui nous a dit, OK, le clip, je vous l'offre, mais vous allez juste, vous allez apporter les nécessaires que je vais vous demander, et on va le faire, et voilà. Et voilà ce que ça a donné. On va suivre le clip et puis on revient sur ce plateau. Okay. Elle a d'une beauté divine, la femme africaine, celle qui dans ses digues à l'honneur, la mère des hommes, celle qui sont qui on serait pas sur terre. Oh, femme africaine, celle qui dans ses digues à l'honneur, la mère des hommes, celle qui sont qui on serait pas sur terre. Africain, non, non, n'est pas bout de sika, nous continuons et nous nous la yamba. Petit Kokaka monté dans chaîne à l'enfer. Robert et le Kokaka qu'on mange dans l'eau. Puis Taïva, Kokaka, son moi de nos teams. Mila Bogo, Mila Sengo, Mila Yawa, Bete Penamo. Wawe Jimmy, Wawe Bogunami. Africa, Nono, Voda, Voda, Voda. Elle a d'une beauté divine, la femme africaine. Celle qui dans ses digues à l'honneur, la mère des hommes. Signé avec Mastercad, et merci. Mais là, vous paraissez très jeune. Hein? Ouais, j'ai grandi. Effectivement, j'étais très... Je me rappelle même plus de mon âge, mais à l'époque... Ça, c'était en 2015? Ouais, 2015-2016. Ouais. Vraiment, c'est... Ouais, 2015, je dirais. Franchement, de très bons souvenirs, hein, des gens qui m'ont permis d'avancer.
Parce qu'on dit toujours dans la vie, c'est toujours quelqu'un qui t'amène quelque part. Au moins, ils ont contribué à ce que je me fasse un peu découvrir. Parce qu'à l'époque, voilà, ce clip-là, ça a apporté beaucoup de choses aussi dans ma vie aussi. Le clip qui vous a révélé au public? Bon, ça fait partie des clips qui m'ont révélé, je peux dire, ouais. Ça fait partie parce que ça a été vraiment joué. Sur les chaînes télévisées et tout. Donc je peux dire que d'une part, ça a contribué. Ça a contribué et vraiment ça fait plaisir. Alors, le groupe Leggings, qu'est-ce que le groupe est devenu? Le groupe est cassé, pourquoi? Est-ce que vous avez la nouvelle de votre cousin? Qu'est-ce qu'il fait? Bah, le groupe n'est pas cassé. Mais je vais dire, en fait, on a juste mis groupe pour juste dire duo, ça comme ça. Sinon, en gros, c'est un duo. Oui, c'est un duo. Et on était libre. Par exemple, moi, j'avais fait Femme africaine. Il y a le son Dans ma tête qui était sorti avant que je ne rencontre Duc. Ça veut dire que j'avançais déjà en solo avec des gens avant de rencontrer Duc. Ce qui a fait qu'on s'est associés pour faire des œuvres ensemble. Et aujourd'hui, c'est vrai que chacun est en solo, mais déjà, c'est mon frère. On ne s'est jamais perdu de vue. On se voit tout le temps. Même il y aura des morceaux qu'il va lancer bientôt que j'ai produits aussi. Donc, vous aurez le temps de découvrir. D'accord. Et puis, votre actualité, c'est ce feat que vous avez réalisé avec Fanico sur le titre Essayer. Ouais. On suit le clip et puis on en parle après. D'accord, pas de souci. D'accord. Voici Essayer. Tu me connais, papa Yahweh, tu connais mon cœur. Hey, yeah. Et merci on the mic. Oh my God. Quand tu baraques, ça ne marche pas, faut pas te décourager. La vie ça va et ça vient comme ça, il faut jamais s'arrêter. Quand tu baraques ça ne marche pas, faut pas te décourager. Même quand tout ne marche pas comme on le veut, il faut jamais s'arrêter. Essayer, faut toujours essayer. Essayer, un jour ça va payer. Essayer, encore essayer. Essayer. On est des commandos, rendez-vous au sommet. On va toujours essayer, Tant que Dieu nous réveille, on va pas laisser tomber. Essayer, toujours essayer. Essayer, un jour ça va payer. Essayer, encore essayer. Essayez ce morceau qui est le fruit de la collaboration entre Fanico et Merci, notre artiste de la semaine qui est avec nous sur le plateau du grand format. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer? Parlez-nous d'abord de cette collaboration avec Fanico. Bon, je pense que c'est une chanson qui parle de comment on appelle, qui donne le courage, qui motive, je vais dire. Et sans oublier qu'on ne peut rien faire sans Dieu, d'où la partie un peu gospel de la chanson. C'est qu'il faut, tant qu'on a la vie, il y a de l'espoir et il ne faut jamais arrêter d'essayer de nouvelles choses encore et encore parce qu'on ne sait jamais d'où le succès peut venir. Donc c'est en gros le message de cette chanson. Et puis cette collaboration, qu'est-ce que ça vous a apporté? Énormément, je veux dire, énormément. Déjà, la rencontre de Fanico, ça a apporté énormément pour moi. Et voilà, on s'est rencontrés. Bon, je pense que c'est le destin qui fait les choses. Il y a Dieu aussi qui fait ça. On s'est rencontrés à l'époque où j'étais en duo avec Rim Duc. C'était à l'époque où je pense qu'on avait lancé déjà Golo Golo qui était sorti et on avait d'autres sons qu'on était en train de travailler en studio. Donc à l'époque, Fanico il est passé dans l'un des studios où on travaillait. Il a écouté le son
Et il a demandé à l'ingénieur de contacter les petits qui ont chanté la chanson là. Il fait ah là, j'aimerais rencontrer les artistes là. Et il a attendu, vraiment, il a attendu qu'on s'habille, qu'on se prépare, qu'on quitte, parce qu'on a quitté loin. Lui, il était à, je pense, le studio était à Papa, nous on était vers Godomé. Il a attendu qu'on se prépare, on est venu, on l'a rencontré. Et de là, tout est parti. C'est là qu'on a pris contact et tout, et jusqu'à aujourd'hui, voilà. Donc, à un moment donné, quand moi j'ai commencé ma carrière de beatmaker, on a commencé par travailler sur quelques chansons à lui aussi, où je faisais les beats et tout. Après, j'ai fait ma formation en ingénierie de son, d'où j'ai commencé par mixer aussi. Donc, on a commencé par travailler côté production audio. Donc voilà, c'est ça qui a beaucoup plus facilité la connexion. Et après, on était parti à Abidjan pour la promotion de sa chanson, de son album où il y a l'extrait Enfant de Dieu là. Voilà. Donc c'est là-bas on a travaillé. Et moi, comme on était là-bas, des fois je me retrouvais seul au studio. L'inspiration était venue et puis voilà, j'ai fait le son. Il est venu, il a écouté, il a dit ah ça c'est un très bon truc. Et voilà, il passait la mélodie de Oh tu me connais, papa Yahweh tu connais mon cœur. Ah, j'ai dit ouais, ça c'est bien. Il m'a dit voilà. Et c'était passé franchement très très rapidement. Moi-même je m'en rendais pas compte. Et aujourd'hui voilà. Alors, ce que ça a donné. La promo du clip, comment ça se passe Bon, je vais dire qu'on pousse comme on peut. Voilà, on peut, parce que moi, je vais dire, c'est vrai que je ne sais pas encore ce que je veux, mais je rends grâce déjà pour ce qui est fait. Mais on continue encore de faire la promotion, tout comme je le fais maintenant. Je profite pour vous remercier. Donc, voilà, en gros, Dieu dirige, quoi. Alors, après ce morceau, quels sont les projets que vous avez? Qu'est-ce que vous préparez pour vos fans? Bah déjà, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. On va juste demander à Dieu de nous donner la force et toute l'énergie qu'il faut pour donner comme on a voulu. Il y a beaucoup d'autres sons qui ont déjà été préparés, hein, qui vont voir le jour. En attendant, on poursuit la promotion de Essayer. Oui. Et voilà, on viendra encore avec un autre extrait pour voir ce que ça va donner encore avec le public et tout. Il y a des collaborations aussi qui vont arriver après. En tout cas, moi j'aime beaucoup plus agir que de parler, donc il n'y a pas de souci. On va finir avec justement la reprise du morceau Essayer. Ouais. Est-ce qu'on peut essayer? Oui, on peut essayer. On y va. Il faut toujours essayer. Allez-y. Quand tu barras que ça ne marche pas, faut pas te décourager. La vie ça va et ça vient comme ça, il faut jamais s'arrêter. Essayer, faut toujours essayer. Essayer, un jour ça va payer. Essayer, encore essayer. Essayer, oh, 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 tu me connais, papa Yahweh tu connais mon cœur, ah tu me connais, papa Yahweh tu connais mon cœur. Merci. Et merci en direct sur le plateau du grand format, c'était notre artiste de la semaine. On va dire bonne chance à vous, hein. Merci. Et très bonne journée. Merci et pareil à vous aussi. Merci C'est un beaucoup. plaisir pour moi. Merci à Canal 3. Merci beaucoup. Merci au grand format et merci à tous ceux qui nous ont suivis également. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'aventure grand format de ce dimanche 9 juin 2024. Merci à vous qui nous suivez depuis Sonsori, c'est à Kandi. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir. Papa Yahweh, tu connais mon cœur. Ah, tu me connais. Papa Yahweh, tu connais mon cœur. Oh, tu me connais. Papa Yahweh, tu connais mon cœur. Ah, tu me connais. Papa Yahweh, tu connais mon cœur. Mon cœur, tu me connais mon cœur. Papa Yahweh, tu connais mon cœur. Ah, tu me connais.
tu connais mon cœur. Oh, tu me connais. Papa Yahweh, tu connais mon cœur. Ah, tu me connais. Papa Yahweh, tu connais mon cœur.